qui vous forme et vous informe. Bien évidemment, je ne suis pas seule, je ne viens pas les mains vides, je suis en compagnie de Monsieur Léon Quadio. Et dans ce numéro que je qualifie de spécial, nous allons vous apprendre le coaching. Qu'est-ce que le coaching? Comment être coaché? Et surtout, qui doit vous coacher? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité que je qualifie de spécial. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin. Bienvenue. Êtes-vous prêts pour le coaching? Nous ici, nous sommes prêts et nous débutons maintenant. Bonjour Monsieur Léon Quadio. Bonjour Noélie. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Alors dites-nous, le coaching, qu'est-ce que c'est? Alors le coaching, c'est l'accompagnement personnalisé d'une personne, de coacher, dans le cadre professionnel ou personnel, dans le but de développer son potentiel et son savoir-faire par une autre personne qui est appelée le coach. Alors dites-nous, on entend toujours coaching, mais on sait pas combien de sortes de coaching qui existent. Alors vous pouvez nous définir les différentes sortes de coaching? Effectivement, le mot, c'est un mot anglican, c'est un mot qui est tiré de l'anglais. Alors donc vous voyez que le mot coach même n'est pas un mot français. Donc ce mot existait déjà dans les pays anglophones, mais c'est à partir des années 80 que les Français vont l'hériter, n'est-ce pas, de l'anglophone. Et vous allez voir que ce thème va prendre pratiquement tout le monde entier à partir des années 90 et par souci de mondialisation et autres développements rapides que nous avons connus ces dernières années comme l'Internet. Alors nous allons voir ces thèmes un peu partout et nous allons voir des coachs. Alors vous avez parlé de différentes sortes de coaching. Oui. Alors il y a le coaching professionnel. Alors, il y a le coaching personnel. Alors, le coaching professionnel, on va parler de coaching professionnel. Je vois Néoli qui est journaliste. Alors, donc, elle a besoin d'accroître son potentiel. Alors, donc, elle va faire appel à un coach. Accroître son potentiel dans quel domaine? Parce qu'il y a plusieurs domaines variés de votre métier, par exemple. Oui. Vous voulez devenir reporter de guerre, vous voulez devenir... vous voulez travailler sur un aspect spécifique, n'est-ce pas, de votre métier. Alors donc, vous allez faire appel à un spécialiste qui va venir. Et là, lorsqu'il va venir, il va faire un diagnostic. Comme un médecin, il va faire un diagnostic, il va vous observer attentivement. Alors, généralement, les problèmes que nous avons connaissent leur début depuis notre enfance. Alors donc, vous allez prendre un enfant qui... Déjà à son bas âge, ses parents vont lui dire tu ne vaux rien, tu n'es arrivé à rien et tout ça. Et donc, dans un premier temps, quand il va arriver dans un environnement, il est poussé par ses drivers. Donc, il a ses croyances. On me dit que je ne vais pas arriver à quelque chose. Et donc, déjà, il est crispé, il a des bugs. C'est ce qu'on va appeler des bugs. Alors, donc, le coach va venir pour agir dans le respect sur la personnalité qui est coachée. Donc, dans un premier temps, faire un diagnostic, voir ce qui ne va pas, et ensuite, n'est-ce pas, s'attaquer au problème. Au problème réel, d'accord. Donc là, vous venez de nous faire comprendre qu'il existe deux sortes de coaching, pardon, le coaching personnel, oui, et puis le coaching professionnel. Effectivement. Mais à quel moment est-ce qu'on parle d'un coach de vie? Très bien. Alors, nous avons un coach de vie lorsque nous avons, par exemple, un certain nombre d'éléments dont nous avons du mal à résorber. Alors, quand vous prenez, par exemple, la pyramide de Maslow, il y a d'abord les besoins physiologiques. Dans les besoins physiologiques, nous avons la faim, la soif, la survie, la sexualité, le repos, et puis l'habitat. Prenez le deuxième niveau de la pyramide, vous avez le besoin de sécurité, de se sentir en sécurité, de faire confiance. Ensuite, quand vous prenez tout au fond, c'est-à-dire dans le top 5 de la pyramide, on dit
besoin de s'accomplir, développer ses connaissances et ses valeurs. Donc, nous recherchons un développement personnel qui est, lui, l'ensemble des processus psychologiques qui entraînent un jeu pour permettre de satisfaire le besoin d'accomplissement de l'être humain. Donc, nous voulons nous bonifier, nous voulons être bons. Et donc, il faut savoir maîtriser son soi. Vous voyez, il faut savoir maîtriser son être intérieur. Alors, si vous voyez que un journaliste qui stresse beaucoup, ça lui sera très difficile de progresser dans sa carrière. Dans sa carrière, effectivement. Et donc, ce sont des éléments qu'il faut corriger avec le coach. Voilà. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est maintenant que nous entendons parler du coaching? Parce que tout à l'heure, vous nous avez fait comprendre que c'est, on va dire, c'est une activité qui existe depuis fort longtemps. Mais pourquoi c'est maintenant que nous entendons parler? Effectivement, ce que je dis, le mot coach existe déjà, les anglophones le pratiquent très bien. Tout à l'heure, nous allons vous citer quelques célèbres coachs. Alors, le français n'a pas ce côté que les Américains, le style gagneur, n'est-ce pas, que le style Anglais, du winner. Le winner, effectivement, que l'anglophone a. Donc, ce système est né d'abord chez les Anglais, et ensuite, ça va se propager avec, à partir des années 90, par deux Français déjà, et ensuite, ça va gagner un peu. Aujourd'hui, vous avez vous avez des écoles de coaching au niveau de la France, un peu partout, dans les pays francophones et tout ça. Donc, ça apparaît comme une science nouvelle, alors que, je veux dire, ça tire ses sources depuis longtemps chez les Anglais. Donc, vous allez voir un monsieur comme Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle, n'est-ce pas, qui est un médecin, un psychologue, qui va inventer plusieurs sortes, n'est-ce pas, de comportements, n'est-ce pas, qui vont permettre à l'homme de se développer. Alors, donc, ensuite, vous allez prendre Peter Drucker, n'est-ce pas, qui est le père du management par objectif, qui a travaillé à General Motors, n'est-ce pas, dans les années 62. Donc, vous avez des grands managers, n'est-ce pas, qui ont développé déjà ce système de coaching, qui ont fait déjà leurs preuves avec des méthodes véritablement éprouvées. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on choisit son coach? Très bien. C'est une très belle question parce que on ne devient pas coach, c'est pas tout le monde qui est coach. Alors, le coach doit posséder une technique et doit pouvoir l'exposer clairement. Ce qui, quand vous rencontrez un coach, dès les premiers instants, il doit pouvoir vous énoncer sa technique. D'accord? Donc, premièrement, nous allons explorer 3 domaines. Premier domaine, comment se manifeste le problème? Donc, c'est là le symptôme. D'accord? Quelle est la cause du problème? Donc, je disais tout à l'heure, je suis excellent en classe. Excusez-moi, mais tout à l'heure, vous venez de dire comment se manifeste le problème. Effectivement. Mais si la personne en question qui a besoin d'un coach ne sait même pas qu'il a un problème, oui, comment il fait? Comment on fait pour savoir qu'il y a un problème là, qu'il y a des symptômes? Merci beaucoup, Noélie. Alors, je ne sais pas si vous êtes friand des émissions sur le coach. Alors, vous avez un coach qui est sur une télévision des chaînes cryptées que je ne vais pas citer, Super Nanny. Alors, donc, cette émission, vous voyez une dame qui vient, des parents qui ont des problèmes avec des enfants rebelles, et qui vient, qui pendant 3 jours va observer le comportement des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la réponse que les parents apportent? Quelle est la méthode? Pourquoi ça ne marche pas? Et donc, il va noter de façon méthodique ces choses. Et ensuite, préparer des réponses appropriées, n'est-ce pas, à ces comportements, n'est-ce pas, dans le but de les traiter. Donc, effectivement, le coach, il vient, il fait l'analyse, comme un médecin qui va vous ausculter soigneusement, et ensuite proposer un traitement, n'est-ce pas, qui va vous améliorer. Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il a peut-être un problème, oui, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs déjà qu'on peut citer, oui, qui peuvent peut-être tirer déjà la sonnette d'alarme? Effectivement, ce que je dis, c'est que déjà, dès le bas âge, nous avons des problèmes. Parce que nos parents, ils nous inhibent, n'est-ce pas, de ce qu'on les Américains appellent les drivers. Les drivers, on va dire, il faut être gentil avec les gens. Et si ton pied a cogné le caillou le matin, ça veut dire que tu auras une mauvaise journée. Alors, donc, nous avons des croyances qui nous nuisent.
Alors, dès le matin, quand ton pied a cogné un caillou, que tu te dis la journée sera mauvaise, mais forcément elle sera mauvaise parce que ton cerveau l'a enregistré et ça va traduire tout ton état. Et donc, ça va dépeindre sur toi. Donc, effectivement, comme vous le soulignez, il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils ont des problèmes et qu'elles ont des problèmes sinon. Mais la plupart du temps, l'entourage, en fait, peut s'en rendre compte et puis peut-être les aider. Effectivement. Voilà, maintenant, quels sont ces différents signes qui vont faire que peut-être l'entourage va se rendre compte que telle personne a un problème, il a peut-être besoin d'un coach? Écoutez, Noélie, moi, j'étais en une consultance un jour, j'étais en train de donner le cours à les élèves et j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous aimez sur moi? Quel est le signe avant-coureur qui vous plaît? C'est le signe qui me décrit tout de suite. Et il y a un élève qui a soulevé sa main qui m'a dit, monsieur, vous arrivez à convaincre très vite. Ça m'a fait tiquer. J'arrive à convaincre très vite. D'accord? Donc, soi-même, on ne peut pas détecter, comme vous l'avez dit. Donc, il faut généralement interroger l'entourage. Je me souviens à un entretien d'embauche, il y a un consultant, un célèbre recruteur qui m'a posé la question de savoir si je trouvais votre femme aujourd'hui, que je lui demandais quel est votre plus grand défaut, qu'est-ce que vous allez répondre? Alors, ce n'était pas une colle pour moi parce qu'elle me le disait tout le temps. D'accord? Donc, il faut savoir, il faut pouvoir faire ce diagnostic autour de soi, c'est-à-dire les personnes qui nous connaissent le plus, leur demander qu'est-ce que tu penses que je dois corriger, qu'est-ce que tu penses que j'ai de meilleur, que je dois améliorer, et ainsi de suite. D'accord. Ce sont des éléments qui peuvent nous aider. Ok, donc on revient donc à la question comment choisir son coach. Effectivement. Alors, donc, j'ai dit d'abord, le coach doit avoir une technique. D'accord? Donc, le premier domaine, il va venir savoir comment se manifeste le problème. Alors, donc, pour l'exemple que je voulais prendre, c'est quoi? Je suis excellent en classe, voire même le premier. Mais quand on parle d'examen, je perds tous mes moyens. Alors, donc, ça arrive très souvent de voir des enfants qui sont très brillants, très excellents. Mais lorsque l'examen arrive, c'est fini, c'est le bug. Le bug total. Voilà, le bug total. Alors, donc, ce qu'il faut chercher à savoir, c'est qu'il prend tellement l'examen au sérieux qu'il perd ses moyens. Il le met au-dessus, il se dit, à un moment donné, si je pars ici, voilà ce qui va se passer et tout ça. Et donc, il va falloir, deuxièmement, dire qu'est-ce que je veux à la place du problème. Donc, se fixer un objectif. Et donc, lorsque mon objectif sera atteint, comment se passeront les choses pour moi? Donc, une fois que ces choses sont analysées, là aussi, il faut de la méthode. Et donc, une fois que tout ce diagnostic est fini, alors le coach va mettre en place un système. D'ailleurs, je voudrais vous prendre un exemple dans le domaine du football. Vous voyez des systèmes, on parle du système 4-4-1, 4-4-2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ces grands techniciens qui viennent et qui prennent des équipes, qui arrivent à fractionner ces équipes. Ils font un diagnostic. D'abord, ils ont des cassettes qui visionnent, et ils voient chaque élément, chaque compartiment du jeu. Et ils se disent, bon, à l'aide de telle méthode, je dois pouvoir régler tel problème. Donc, on ne peut pas choisir un coach comme ça. Il faut un technicien, un véritable technicien. Un vrai technicien. Oui. D'accord. Alors, quelle est donc la place du coach dans les entreprises ou bien dans la vie personnelle? Est-ce qu'il représente votre Dieu ou on va dire c'est un simple conseiller? Alors, il faut pouvoir faire la part des choses. Nous sommes dans un monde très compétitif. Donc, il faut le dire, les entreprises ont besoin de coach. Nous, de façon personnelle, nous avons besoin de coach. Moi, j'ai un coach. D'accord. D'accord. Alors, les coachs, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de nous permettre, n'est-ce pas, de faire ce dont on n'arrive pas à faire le mieux. D'accord. Donc, j'ai pris d'ailleurs votre exemple tout à l'heure. Si on vous demandait de devenir reporter de guerre, ça n'a pas aisé. Et donc, c'est vrai que vous allez faire des formations, il va avoir d'autres éléments, n'est-ce pas, qui vont vous permettre de faire ce travail. Alors, donc, je voudrais vous prendre, par exemple, l'exemple de Anthony Robbins. Tony Robbins, qui est l'un des meilleurs coachs de notre siècle, n'est-ce pas, il est américain. Mm-hmm. Alors, donc, qui, au cours d'un séminaire, a vu un de ses auditeurs qui a commencé à crier dans tous les sens, je suis dans le noir, je suis dans le noir.
Et instantanément, il a réussi à briser le problème que cet auditeur avait. Alors, par quel moyen? Il est arrivé, n'est-ce pas? Dans l'assistance, il y a un psychologue qui a dit il est en train de faire une crise psychotique. Alors, donc, quand il a entendu crise psychotique, s'il voulait partir dans le sens du psychologue, il ne serait pas arrivé parce qu'une crise psychotique, ça prend du temps pour pouvoir régler. Oui. Donc, il lui a dit efface tout, sers-toi d'une gomme et efface tous les tableaux que tu as. Et automatiquement, ce dernier a commencé à se sentir bien, sa respiration a commencé à changer et tout ça. Voilà, donc, pour résumer, nous avons besoin de coach. D'accord, donc le coach est vital, on va dire. Oui, vital. D'accord. Alors, comme coach célèbre, nous avons Anthony Robbins, mais dites-moi, il n'y en a pas d'autres à part lui? Oui, effectivement, il y a Elena Forrest, alors, qui est, elle, née en Russie, et elle est française. Alors, donc, elle va développer des méthodes bien connues au niveau de la France. Il y a Coué, Bernard Coué, sa méthode est connue, la méthode Coué, depuis les années 50. Alors, donc, on va citer même des coachs professionnels que nous connaissons tous, les coachs sportifs comme José Mourinho, comme nous connaissons, alors, pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Arsène Wenger aussi. Arsène Wenger. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons notre célèbre, l'entraîneur des éléphants, comment il s'appelle déjà, Hervé Renard. Alors, Hervé Renard qui est venu, alors on lui avait dit que l'équipe avait, je crois, une malédiction, je ne sais pas quoi, mais en 6 mois, vous voyez les résultats sont extraordinaires. Et vous voyez dans le Canergie, dans le monde professionnel, il est auteur de best-sellers comme Comment parler en public. Donc il y a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, qui là nous montrent qu'il y a beaucoup de célèbres coachs comme Fabien Capello également. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir au final sur le coaching? Ok. Le coaching, comme je le disais, aujourd'hui le monde francophone le prend comme une science nouvelle. Mais il faut dire que dans tous les domaines d'activité, nous avons besoin de coach. Nous avons besoin de coach parce que nous avons une concurrence telle qu'au niveau personnel, nous avons une concurrence parce qu'aujourd'hui, quand vous présentez des CV, alors on cherche qu'est-ce qui fera la différence. D'accord? Quand vous avez le monde professionnel, la concurrence à l'échelle mondiale, on parle de mondialisation. Vous voyez même que sur le marché ivoirien, il y a des entreprises européennes qui viennent concurrencer, n'est-ce pas, les entreprises locales. Donc il faut des coachs, n'est-ce pas, qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc dans tous les domaines d'activité. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Léon Kouadio, de votre présence sur notre plateau. Mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez une anecdote pour nous? Oui, effectivement, je vais prendre l'exemple de Tony Robbins, qui raconte dans son livre le célèbre manager Hyundai, n'est-ce pas, du nom du constructeur, alors qui, lorsqu'il partait à l'école, dormait dans son atelier, qui a mis vraiment du temps, n'est-ce pas, ça met dans la graisse à tout moment. Il voulait seulement fabriquer des pistons de voitures et pour les vendre à la célèbre entreprise Toyota. Alors, toutes ces tentatives étaient vouées à l'échec. D'accord? Donc, il va essayer pendant des mois, il a essuyé des moqueries, n'est-ce pas? Il va se faire coacher, n'est-ce pas? Et après ce coaching réussi, alors vous allez voir que ce monsieur, non seulement il a réussi à fabriquer des segments pour l'entreprise Toyota, mais mieux, il a mis en place une usine. Alors, cette usine va être bombardée pendant la guerre mondiale par 2 fois. Et ensuite, il va fermer boutique. Alors, à la faveur de la reprise, c'est-à-dire la fin de la guerre, il va inventer un moteur pour son vélo. Alors, donc, cette histoire va parcourir non seulement l'Asie, mais le monde entier. Et il va encore reconstruire une usine. Donc, le coaching, par extraordinaire, c'est une science qui, de nos jours, est vitalisante, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, je voudrais conseiller à tout le monde, n'est-ce pas, professionnel comme individu, n'est-ce pas, de s'attacher des services d'un coach.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Léon Quadio, d'être venu sur notre plateau et pour toutes ces informations que vous nous avez confiées aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont beaucoup servir en fait à tous nos téléspectateurs qui suivent très gentiment et très sagement Business Matin tous les jours. Nous continuons Business Matin avec Sylvestre Affery dans Infotique. À tout de suite. Nous continuons Business Matin avec Sylvestre Affery, le professeur informatique de Business Matin, qui va nous parler encore, et comme d'habitude, d'un procédé en matière de compte. Oui, de gestion de compte. Lorsqu'on a un souci, je vais dire, avec son compte, on peut faire appel à nos amis sur Facebook, des amis, je vais dire, assez intimes, assez personnels, pour pouvoir nous aider à pouvoir rentrer en contact avec notre compte Facebook. Parce que généralement, Facebook a mis en place un dispositif de sécurité pour pouvoir aider les personnes victimes de piratage ou d'oubli de mots de passe à se référer à leurs amis, leurs amis de confiance, pour pouvoir récupérer tous ces problèmes-là, je veux dire, au niveau de leur compte, pour pouvoir régler tous ces problèmes-là au niveau de leur compte. Voilà. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie. Alors, comment procéder donc? Alors pour cela, il faut cliquer sur la roue ancrée en haut à droite, la roue du réglage, et puis sur le compte. Donc lorsque nous allons sur le compte, nous allons ensuite dans la rubrique sécurité. Une fois dans sécurité, nous partons dans contact de confiance. D'accord. Alors une fois dans contact de confiance, nous avons la possibilité de choisir entre 3 et 5 amis qui pourront débloquer notre compte en cas de souci d'accès. Donc c'est pas compliqué, c'est pas difficile. On peut facilement le faire en moins de 5 minutes. C'est quelque chose qui est déjà fini pour pouvoir récupérer son compte. Donc nos amis qui sont je vais dire, affiliés à ce compte-là pourront nous aider à pouvoir récupérer notre mot de passe ou notre compte lorsque nous avons un problème d'accès sur notre compte. Mais est-ce que c'est possible pour ces amis en question d'accéder à notre compte? Non, pas du tout. Ces amis-là sont comme des références pour pouvoir avoir accès à notre compte lorsque nous avons des problèmes avec notre compte. Mais ces amis-là ne peuvent pas avoir accès à notre compte. Voilà. Donc il suffit de passer par eux, c'est-à-dire de les mettre, comme je le dis, c'est des amis de confiance. Donc il suffit de les mettre en copie pour pouvoir débloquer notre compte lorsque nous avons un souci d'accès. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre. Merci à vous. Oui. C'est tout ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Oui, effectivement. Et comme on le disait, bientôt, on va essayer de laisser un peu Facebook et puis passer un peu à d'autres choses aussi en matière d'informatique pour pouvoir, je vais dire, éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs. Et pourquoi pas les coaching? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons fait un thème sur le coaching. Donc, pourquoi pas les coaching en informatique Oui, c'est cela. Voilà pourquoi je suis le professeur informatique et je suis là pour ça. Toujours fidèle au poste. Merci beaucoup, Sylvestre. Merci à vous. Nous continuons avec Alex Mokhtar qui vient dans Panorama nous parler donc d'actions novatrices et innovantes en Afrique et dans le reste du monde. À tout de suite. Nous sommes de retour et nous sommes en compagnie de Alex Mokhtar qui vient avec Panorama nous parler de 2 pays, je crois. Bonjour à vous. Bonjour Alex. Téléspectateurs, bonjour Noélie. Alors tout de suite, je vais remettre les choses dans leur contexte. On ne parlera pas de pays, malheureusement. Hein. Je sais que vous adorez les voyages et voilà. Mais pour aujourd'hui, on va s'intéresser tout simplement à l'entrepreneuriat et bien sûr, s'intéresser bien sûr aux entrepreneurs africains qui permettent donc à ce continent-là de changer de face tout simplement. Comme j'aime à le dire, les entrepreneurs et surtout les jeunes entrepreneurs africains changent la face du continent. Et moi, j'ai décidé de vous parler des plus performants. Hein. Ils sont nombreux du nord au sud, d'est en ouest, en passant par le centre du continent, qui entreprennent dans divers domaines, à savoir l'immobilier, les services financiers, la construction, comme je l'ai dit tantôt, les médias, la technologie. Mais aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à 2 parmi eux.
Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, je dirais, des idées toutes simples et novatrices, tout simplement, qui font d'eux, on dira, les jeunes entrepreneurs les plus dynamiques, en tout cas, on dira les meilleurs du continent pour l'heure, pour ainsi dire. Voilà, en parlant donc de dynamisme, on va faire un coucou en même temps à tous nos téléspectateurs de la sous-région, surtout du Sénégal, du Mali, qui nous suivent beaucoup et qui sont très très présents au niveau de Business Matin. Alors, on fait un gros coucou. Alors, on continue. Alors, après donc ce coucou-là, on va parler bien sûr de Jonathan Liebman, qui lui est sud-africain, tout simplement, qui est promoteur immobilier, qui est âgé de 28 ans. Alors, lui, il fait parler de lui parce qu'il a eu une idée révolutionnaire. Généralement, sous nos tropiques, quand on a des cités qui sont désuètes, des quartiers qui sont pas très propres, qui sont marqués par l'insalubrité ou l'insécurité, on a tendance à les éviter. On dit souvent que ces quartiers-là sont réservés aux gens moins nantis qui y vont pour avoir des maisons à bas coût, tout simplement, malgré l'insécurité et le côté un peu insalubre de la zone. Alors lui, il a une idée toute simple. Il a décidé d'utiliser un quartier qui était carrément détérioré, situé en zone industrielle à Johannesburg, tout simplement, pour construire une nouvelle cité dite révolutionnaire. Alors cette cité s'appelle la cité de Mobaneng, située tout simplement à Johannesburg, qui est devenue une cité carrément culturelle. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, il a réussi tout simplement à faire un mix, à créer des espaces, je dirais, culturels, à créer des galeries d'art, des bureaux et des centres commerciaux dans une zone qui était, je dirais, carrément désaffectée, afin de donner à l'ensemble du quartier, de permettre à tout le monde de devenir à l'ensemble de ce quartier-là un pôle d'attraction économique, tout simplement. C'est bien ça. D'emmener des gens, on dira, de la haute ou d'un certain niveau à venir, pourquoi pas dans ce quartier-là, faire des achats, avoir des bureaux là, et puis mener un certain nombre d'activités, et puis générer une sorte de dynamisme, pour emprunter cette expression-là. Et redynamiser donc cette vie économique là dans cette cité là, permettant aux gens qui habitent également d'y travailler, pourquoi pas, et de s'y épanouir. Voilà. C'est une idée assez particulière qu'on a l'habitude de voir, je dirais, en Occident, bien sûr, mais pas forcément sous nos tropiques. Voilà. Et juste après lui, on parlera de Patrick Ngoli, qui est lui tanzanien. Alors lui, il est tanzanien et PDG de Helvetic, donc Solar Contractor. Alors moi, j'adore l'histoire de ce jeune entrepreneur. Alors moi aussi, apparemment, parce que tout ce que vous adorez, nous aussi on adore. Alors son histoire, elle est toute simple. Il est âgé de 28 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par prendre un prêt auprès de sa mère, qui n'a pas grand moyen, mais qui lui prête un peu d'argent pour qu'il puisse acheter des téléphones de marque chinoise, donc, et pour qu'il puisse les vendre, tout simplement, comme on le voit ici. Il rentre dans la revente de téléphones. Tout à fait. Alors, très vite, il se rend compte que dans son pays, qui est la Tanzanie, il y a un certain besoin en fourniture d'électricité. Car une partie de la population a de l'électricité, mais pas de façon stable. Il y a parfois des baisses de tension ou pas du tout de fourniture d'électricité. Alors, pour pallier à cela... Attendez. Là, on commence avec les téléphones portables et on finit avec l'électricité. Voilà, c'est là que ça devient intéressant, effectivement. Alors, quand il constate ce manque-là, plutôt que de persévérer dans ce secteur de vente de téléphonie mobile, il se dit, tiens, j'ai mon idée, je vais monter une société, tout simplement, qui va fournir de l'électricité, mais de l'électricité solaire. Produire des panneaux solaires et les vendre, bien sûr, parce que c'est beaucoup plus attractif et on dira moins cher que l'électricité habituelle. Et bien lui en a pris, donc il finit par monter cette entreprise-là qui devient aujourd'hui la première entreprise tanzanienne sur tout le nord de la Tanzanie à pouvoir fournir de l'électricité aux populations. Et récemment, son entreprise vient d'ailleurs d'avoir un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars de revenus en ce qui concerne ses activités de l'année dernière. Ah, ça, c'est chic. Mais voilà. Il a permis tout simplement à la population, une partie de la population, d'avoir de l'électricité, ce qui, bien sûr, a son avantage. Donc, et derrière, il fait beaucoup d'argent, tout simplement, car son entreprise est de plus en plus prospère. Alors, donc, moi, je pense que c'est une belle success story à laquelle j'ai voulu m'intéresser tout simplement et que j'ai voulu faire découvrir. Oui, là, je suis d'accord, mais en même temps, vous m'avez vu parce que là, j'imaginais déjà le lien entre le téléphone et puis l'électricité. Vous nous avez eu un peu. Et je sais que vous aussi, vous avez eu, voilà, comme moi. Et malheureusement, donc, c'est sur cette note très joyeuse que nous allons nous laisser. Et donc, je vous dis à demain pour un autre numéro. Au revoir.